Bonjour. Bonjour. Ridley Scott. Exodus, Gods and Kings, filmé en 3D, c'est certainement vos plus extraordinaires aventures épiques. Ça a dû être un grand défi de pouvoir créer votre propre vision de ce film. À ce stage de ma carrière, je n'étais peut-être pas un si grand défi. Une fois que vous avez un super script, et donc le script attire de si bons acteurs comme ceux-ci, une fois que j'ai cette combinaison, faire le film est un plaisir. Et ce n'est pas vraiment quelque chose d'envahissant. Le défi, vous le gardez un peu à l'arrière de votre tête et vous regardez simplement, vous faites face au travail. Donc, Belgique, il y a des éléments dans cette histoire. Un général qui devient un esclave, deux fils, un homme, un père qui meurt. Ça nous rappelle un peu Gladiator et Ben-Hur. Pourquoi vous commencez vraiment dans ce genre de... Pourquoi vous choisissez ce début d'histoire? Quand j'ai commencé le processus de lire le script qui a été écrit par Peter Tuning, et en fait le scénario était vraiment intéressant, suffisamment pour que je puisse m'engager dans ce film. Et puis à partir de là, j'ai été vraiment impressionné de ce que je ne savais pas de ce personnage. Je savais l'histoire un peu de ce qu'il avait été, de cet état des 10 commandements. Quand j'ai lu l'histoire, je n'avais aucune idée de la véritable nature de ce personnage et de l'importance qu'il avait sur le plan historique et sur le plan religieux, dans 3 grandes religions du monde. Et à partir de là, je me suis concentrée à vraiment ajuster les choses à ma vision. Et en le faisant, j'y ai mis aussi un peu de moi-même, de ce que je pensais que devait être cette histoire. Et en faisant cela, en fait, vous avez au début une sorte d'encyclopédie d'informations au sujet de ce personnage et de cette époque. Et en fait, je n'avais pas besoin naturellement de relire l'Ancien Testament. Ce jeune homme à côté de moi l'a lu 3 fois, je pense. Mais vous savez, même après qu'on ait terminé, il me disait, mais tu sais, on peut encore rajouter ça, on peut rajouter ça l'élément. J'ai commencé tout doucement, avec beaucoup de précautions et de respect, en pensant donc pour l'histoire on ne peut pas raconter toute l'histoire de Moïse. Il faudrait 15 heures de film. On pourrait même continuer et faire une suite avec les 10 commandements et la suite. Donc il fallait vraiment que je fasse une sélection très minutieuse. Il n'y en a pas. C'est vraiment une coïncidence. Gladiator a été fabriqué, Moïse, non. Là-bas, s'il vous plaît, le micro. Je voulais poser une question aux 2 acteurs. Est-ce que, quand on est de fait obligé de travailler toute une longue partie du film sur des écrans verts, enfin, il y aura une post-production très lourde après, est-ce que ça modifie son approche du rôle? Est-ce que ça modifie l'intensité d'une certaine façon qu'on peut y mettre? Well, this is a question for obviously Joel and Christian. I mean, when you spend quite a lot of time acting with the green backdrop, or when you know there's such a heavy post-production involved, does it change in any way the way you approach the role, the intensity of your acting, and if so, in which way? Il n'y en avait pas tellement d'écrans verts devant lesquels nous jouions. Ce que Ridley a fait, en fait, il a vraiment créé tous les décors jusqu'à une hauteur de 15 mètres, 10, 15 mètres. Tout ça a été réel. Et au-delà, oui, c'était vraiment un écran vert ou pas du tout. D'ailleurs, on n'en avait pas toujours besoin. Donc, en réalité, quand je repense, on était dans des lieux extraordinaires. Il n'avait vraiment pas besoin d'écran vert. Et moi, j'adore ça. J'adore le travail en extérieur. Et en fait, ils ont trouvé les plages les plus extraordinaires.
et vraiment des extérieurs qui étaient parfaits pour la mer Rouge et qui étaient impressionnantes. C'est vraiment ton travail, mais je ne me souviens pas qu'il y avait tellement d'écrans verts. C'était intéressant. La première partie du tournage était au Palais et nous avions... Et tout se passait vraiment dans les intérieurs. On pouvait vraiment tout toucher. Et puis, vous aviez un écran vert un peu plus loin, là où il y avait peut-être des fresques. Et on peut toujours poser la question à Ridley, lui demander qu'est-ce qu'il y avait là-bas, au-delà de ce qu'on arrivait à voir. Et il vous dessinait. Et il nous disait, voilà la perspective, voilà ce que vous êtes censé voir. Non, à quel moment on se sentait perdu? Et en tant qu'acteur, j'aurais détesté faire un film qui aurait été entièrement avec des écrans verts. Moi, j'ai besoin aussi que mon imagination travaille et avec tout ce que j'ai en face de moi, plutôt que d'essayer d'imaginer ce que je suis censé voir. Et on n'en avait pas tellement. Oui, bonjour. Je voulais savoir, demander à Christian Bale s'il avait vu les 10 commandements, s'il avait vu le rôle de Charlton Heston. Comme il a encore gardé le look de Moïse, sa barbe, les cheveux longs, etc., comment il avait habité le rôle et s'il avait réussi à le quitter. Il y a une question pour Ridley Scott. Il justifie pratiquement tous les plaies d'Égypte. Est-ce que c'était une volonté au départ d'expliquer ce qui n'était pas expliqué justement dans la Bible? Alors, the first part of the question is for Christian Bale. I mean, did you actually see Ten Commandments and, of course, Charlton Heston in it? And as you obviously kept some of Moses' look, I mean, the beard, the long hair, whatever, how easy or difficult was it, in a way, to let him go? Pour laisser Charleston ou... Ah non, Moïse. Oui, bien sûr, j'ai regardé les 10 commandements. Et j'ai toujours aimé ce genre d'aventure épique. Je crois que c'était la BBC qui montrait toujours à Noël Ben-Hur. Et moi, je regardais toujours ça tout seul quand toute ma famille dormait. Et quand Ridley m'a dit qu'il avait l'idée que je pourrais jouer le rôle de Moïse, j'ai d'abord revu Life of Brian et l'histoire fantastique du monde de Mel Brooks. Et je me suis dit, voilà, je vous apporte moi les 10 commandements, il fallait que je voie ce film. Et ça m'a vraiment beaucoup informé. C'est un très bon film. Et puis aussi, quand je regardais aussi Charlton Heston, tellement imposant, tellement grand, et je le connaissais, je l'ai connu. C'est un grand type avec ses mèches grisonnantes quand il sort, comme ça, quand il se lève de la menthe. Et moi, je me dis, non, je ne vais pas faire ça quand même. Et puis, j'ai un peu effrayé Ridley parce que c'est l'image iconique de Moïse avec les cheveux longs et la barbe, parce que naturellement, il n'avait pas la possibilité de se raser souvent dans le Sinaï. Alors, entre-temps, j'avais fait American Hustle et quand je rentrais, j'étais habillée en Père Noël, mais j'avais rasé mon crâne juste avec un rasoir et je suis rentrée le voir dans son bureau. Il est un bien meilleur acteur que moi parce que là, il s'est assis et puis il était en se disant, mince alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais vraiment à l'opposé de ce que Moïse devait avoir là. Et il devait avoir plein de cheveux, une barbe et gros. Et lui, il était vraiment désespéré. Il s'est dit, il faut vraiment trouver un autre acteur. Et en fait, très simplement, il s'est dit, ah, tu as des cheveux très courts. Mais on s'en est sorti. La deuxième partie de la question, c'est vous parliez des plaies. Qu'est-ce que vous vouliez savoir exactement?
Ah oui. Well, the question is for you, Ridley Scott. I mean, would like to know why you chose. Pourquoi, Ridley Scott, avez-vous choisi d'expliquer certaines des 10 plaies? Pourquoi? Pourquoi les expliciter? Pourquoi les expliquer, vous dites? C'est bien ça? Et pourquoi les rationaliser aussi? Ça vient vraiment, c'est vraiment le fait de voilà, donner beaucoup de réalité. Moi, j'ai regardé les films de National Geographic et certains sont vraiment bien. Et quand vous regardez dans la vie, vous regardez les animaux, quand les gens vraiment passaient des journées entières attendant de pouvoir trouver un animal. Tout ça m'a beaucoup influencé dans ce film, dont les plaies. J'ai vu un documentaire affreux en Alaska où il y avait une migration inexpliquée d'oiseaux qui attaquaient les pêcheurs et les tuaient. Et ça, je l'ai intégré dans la petite bibliothèque, des choses qu'il fallait faire. Et j'ai regardé aussi. Je voulais vraiment m'ancrer dans la réalité. Et c'est pour ça aussi qu'on a introduit vraiment le scientifique de l'époque. Et Indira Varma aussi, qui a un tout petit rôle, qui joue un peu la prêtresse, qui très clairement, c'est vraiment, elle ne faisait que de la propagande. Ce n'était pas vraiment la réalité. On ne peut pas avoir des milliers de dieux. Donc à l'époque, c'était vraiment. Aujourd'hui, de dire qu'il y avait des milliers de dieux, c'était de la propagande. Donc elle était là, elle racontait n'importe quoi. Et Bremner, qui, elle, était le scientifique aussi, racontait n'importe quoi. Alors, eux, ils étaient vraiment destinés à être pendus. Donc, si vraiment vous avez un sens de l'humour, et donc il fallait vraiment introduire un peu de sens de l'humour, et c'est ce que j'avais fait dans ce film. Ici. Micro, s'il vous plaît. J'ai une question pour Ridley Scott et Christian Bale. Vous dites que c'est une quête pour la liberté et la quête de Moïse. Et dans ce contexte, est-ce que c'est pour vous une réponse à ce qui se passe dans le monde, par exemple la situation à Hong Kong ou aussi la situation dans d'autres pays qui luttent pour leurs droits? Et je sais que Christian Bale est très concerné par la question de la démocratie en Chine. D'abord, je me sens très mal pour la jeune femme dans la cabine. Il faudrait la libérer. Elle est enfermée dans sa cage, l'interprète. Je pense que Moïse est devenu un symbole pour la libération et la révolution dans plein de cas dans l'histoire, tout le long de l'histoire. Et pour de très bonnes raisons, bien sûr. C'est un libérateur. Et comme vous avez vu aussi dans le film, il a fait une transformation radicale sur lui-même en passant de le collaborateur, l'archétype du collaborateur du régime des pharaons et un régime très fasciste, assez fasciste, et est devenu par la suite l'archétype de la victime. Donc c'est vraiment une histoire qui fait écho, c'est une merveilleuse histoire humaine. Et c'est un homme extrêmement humain, c'est un prophète extrêmement humain. Plus je lisais, si vous lisez la Torah comme moi, c'est un homme qui est tellement complexe, c'est un personnage extraordinaire. Ça aurait été dommage. C'est vraiment dommage qu'on n'avait que 2h20 pour ce film, parce qu'en fait, on pourrait continuer et ne jamais s'arrêter. Sa vie était tellement, sa vie est tellement pleine, et il était toujours très engagé et toujours très extrémiste, où il allait jusqu'au bout, du moins.
C'est vraiment la raison pour laquelle son histoire est encore aujourd'hui nous implique tous, nous concerne tous. Et c'est pour ça qu'on arrive à se l'approprier pour des questions tellement différentes dans le monde. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter, Ridley? Très peu. Christian, je pense qu'il y a une connexion tout à fait naturelle aujourd'hui avec ce qui s'est passé il y a 5000 ans, pas simplement à Hong Kong, mais partout dans le monde. L'unique leçon qu'on semble avoir apprise, il n'y en a aucune. On continue à recommencer les mêmes choses. Mais j'aime ça parce que si on compare aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup mieux qu'il y a 50 ans dans beaucoup de lieux de la planète. Il faut regarder les choses de manière un peu optimiste, mais quand on regarde les choses de manière plus générale sur le plan les mouvements politiques, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir appris quoi que ce soit. Rien ne semble avancer. Je vous vois, Joel, écouter, et Christian vient de dire que lui considérait Moïse comme un prophète très complexe, comme il l'a dit. Comment est-ce que vous décrirez votre vision de Ramsès, ce personnage vraiment méchant et très paradoxal? Comme Christian l'a fait remarquer, les Égyptiens, et à leur tête, Ramsès était une société très fasciste. Et moi, je pense que lui était, sur le plan éthique, un peu à l'envers. C'est vraiment une sorte de Hitler. L'histoire commence vraiment avec ces deux hommes qui sont frères et amis et collaborateurs. Et ils sont très complices et par ailleurs sceptiques aussi de tout système religieux. C'est une manière très nuancée. Au début, on voit quand c'est la prophétie annoncée par la prêtresse à la veille de la bataille de Kadesh. Moïse, lui, relève les yeux au ciel, mais plus loin dans le film, l'insécurité qui est inhérente à cet homme et qui va grandir et devenir un peu une peur et qui devient, à mon sens, un terrain fertile et intéressant pour quelqu'un qui veut essayer donc d'exercer du pouvoir. Et ce qui est intéressant dans le scénario, c'est vraiment ça. Ça humanise énormément le personnage. Bien sûr, on veut voir ce grand Ramsès qui était vraiment méchant parce qu'il a, sur le plan éthique, des idées qui ne sont vraiment pas correctes. Mais on voit aussi qu'il est aussi... C'est quand même un homme, ça reste une personne qui a un enfant et on peut vraiment s'identifier à ces aspects-là. Ruben Nollet from Belgium. Ruben de Belgique. Ma question est pour M. Scott. Quand vous faites un film basé sur la Bible, vous savez que vous allez vous attirer des critiques, surtout de certains groupes, surtout aux États-Unis. Quelque chose qui est assez difficile pour nous, Européens, de comprendre, c'est vraiment quelle est cette influence que ces personnes ont sur la production. Et pour M. Bale, pourquoi avez-vous vu le film de Terry Gilliam, Life of Brian, La vie de Brian? Bien sûr que ça a une influence, mais il n'influence pas ce que je vais faire, ni à ma décision de décider de faire un film. Avec tout le respect que j'ai, je sais que les gens prennent un peu et considèrent les films au-delà de divertissement. Mais j'ai toujours fait ça sur tous mes autres films, que ce soit King of Heaven aussi. Mais un des films... je crois que je suis vraiment un des réalisateurs les plus populaires en Occident comme en Orient. Et Body of Lies aussi, par exemple, avec Russell Crowe. Il s'agissait donc c'était le chef des services de renseignement en Jordanie.
Donc je fais extrêmement attention à ce que je fais et là où je vais et là où je veux aller. C'est pour ça que j'ai traité toute l'histoire avec beaucoup de respect et c'est une histoire. C'est vraiment marcher un peu comme sur des œufs pour faire attention à ce qu'on va faire sans m'empêcher non plus de faire ce que j'avais l'intention de faire. Donc c'est une danse très délicate. Je n'entends pas la question. Non, il ne m'influence qui, moi? Non, il ne m'influence pas du tout. Moi, je dois faire les films que j'ai envie de faire. La deuxième partie de la question, s'il faut dire la vérité, pourquoi avez-vous vu Brave Life of Brian? Mais je dis, mais pourquoi pas? C'est un film fantastique et j'ai eu envie de le voir. Et je pense que c'était une bonne excuse pour le revoir. Et c'est très facile quand vous faites un film qui a vraiment ce poids et vous pourriez faire sans y prêter attention, faire la vie de Brian. Il faut faire attention. Et je pense que dans certaines prises, nous aussi, c'était un peu du genre de Monty Python. Mais c'est bien parce que quand on avait aussi ces petits drapeaux rouges, donc je crois que c'est bien de faire ces recherches avant de se mettre au travail. Et pour moi, c'était... Aussi, vous savez, Moïse est un personnage tellement intense et très réticent. Et il est persévérant et il faut vraiment pouvoir un peu s'éloigner de lui, sinon il est vraiment épuisant. Donc il fallait que je regarde un peu le côté, les belles choses, les côtés de la vie. Donc il faut se dire que de temps en temps, c'était aussi un mauvais garçon. Ça m'a aidé. Et aussi quand, par exemple, Moïse, quand il galope avec 200 chevaux derrière lui et quand il sort un peu, il sort son épée et l'épée est un peu plus longue que son bras. Alors il dit, ah, attendez, est-ce qu'on peut refaire ça? Question, Anna de Pologne. D'abord, je voudrais vous féliciter, Joel. Je n'ai jamais vu aussi courageux et porter tout cet or sur vous avec autant d'élégance. Ma question est quand vous devez faire un personnage qui n'est pas tellement décrit dans l'histoire et quelque chose qui n'est pas tellement gravé dans l'esprit des gens. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment une image de ces gens. Comment est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous déconstruisez? Est-ce que vous construisez le personnage? Quelle est la méthode? J'essaye de figer un peu de fixer les choses. J'ai vu naturellement, quand j'étais très jeune, j'ai vu les 10 commandements avec Charlton Heston et je me suis dit, et je n'ai pas voulu le revoir parce que je craignais, si j'allais revoir Yul Brynner, je ne me sentirais pas sûr du tout et je ne voulais pas être tentée de répéter des choses qu'il ne fallait pas que je répète. Et dans mon cas, j'ai vraiment pris énormément de plaisir dans ce processus de collaboration quand on fait un film. Et je crois que c'est vraiment important. Et ce qui était très important pour moi, et sur ce film vraiment en particulier, c'était de compter sur ces personnes fantastiques qui travaillaient avec nous, que ce soit dans les départements des costumes ou des maquillages, et dans mon cas, ne pas avoir de cheveux. Et moi, en tant qu'acteur, sans eux, j'aurais été perdu. Et c'est vraiment la beauté pour moi de travailler sur des films, et surtout quand vous travaillez avec Ridley. L'équipe de professionnels que vous avez avec vous, qui sont tous là pour travailler avec lui et qui travailleront toujours avec lui parce que c'est un général extraordinaire, un collaborateur extraordinaire. On se sent vraiment soutenu et j'avais besoin de me sentir soutenu dans ma jupe. Et la dernière question. Question pour Sir Ridley Scott, s'il vous plaît. Un point d'histoire. Est-ce que ce sont vraiment les Hébreux qui ont construit les statues et les pyramides et pas comme ce qu'on nous a appris en histoire, les esclaves égyptiens qu'on obligeait à faire ça? Well, last question is for you, Ridley Scott. Well, truly, was it the Hebrews who actually built the pyramids, or, as we learn in our history books, were they actually the Egyptian slaves? Was it the what? The Hebrew slaves. Oh, the Hebrew.
or as we taught? Non, il y a un peu de polémique, savoir si c'était vraiment les Égyptiens ou les Hébreux qui ont construit. Et en faisant mes recherches, il fallait que je prenne une décision, et je pense qu'un des secrets de leur économie, c'est parce qu'avec le Nil, avec les crues du Nil tous les ans et tout le limon qu'ils déposent sur la terre, et je pense qu'en fait, ils partaient du principe qu'il y avait une main-d'œuvre gratuite. Et moi, j'ai fait des recherches, et donc on remonte à 4000 ans avant. Et cette ville est gratuite et libre. Et s'il fallait assumer que toute cette main-d'œuvre était gratuite pour construire tous ces monuments, je suis sûr que les Égyptiens étaient certainement le personnel clé, et les architectes qui étaient là pour encourager les travailleurs. Il faut être un peu logique avec... Regardez ce qui se passe aujourd'hui et vous l'appliquez aux temps médiévaux, aux temps antiques. Je ne pense pas que les choses changent tellement avec le temps. Merci beaucoup. Merci de nous amener à nous tout ce monde extraordinaire de l'Égypte antique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui à Paris. Merci.